Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Vous savez ce qui est magique en entreprise? On a réussi à inventer le télétravail sans frontières et sans bureau, la réunion qui s'auto-multiplie et la to-do list qui repousse plus vite que vos plantes vertes. Résultat, infobésité, charge mentale et une santé mentale au travail qui devient un sujet quand ça casse. Et de plus en plus, ça ne passe pas et ça casse. Alors en 2026, la vraie question c'est: est-ce que vous êtes prêt et est-ce que vous pouvez le prouver? Est-ce que vous êtes prêt à prendre soin et est-ce que vous pouvez le prouver? Ça va devenir essentiel. Bonjour, je suis Magali Siméon. Dans cet épisode, on va parler d'un trio que personne n'a envie d'inviter à son comité de direction et pourtant il est déjà là. Télétravail, infobésité, charge mentale. Mon objectif, c'est qu'à la fin, vous ayez des idées pour un plan clair et que vous sachiez répondre aux questions qui fâchent sur PapriPacte, le passeport prévention. Je vous le dis tout de suite, en 2026, le sujet n'est pas on découvre la santé mentale. Le sujet, c'est on passe de on sait que c'est important à on pilote, on trace, on démontre. Et ça change tout parce que les risques psychosociaux, ce n'est pas une météo, ce n'est pas il pleut, dommage. C'est une organisation du travail et ça, c'est la responsabilité de l'employeur et c'est de plus en plus avéré. Le télétravail, par exemple. Commençons avec le télétravail. C'est une formidable opportunité, c'est sûr, quand il est cadré. Mais quand il est installé sans être organisé, il crée un truc très particulier. Les limites deviennent invisibles. Avant, on avait au moins des frontières physiques. Le bureau, la pause, le retour à la maison. Aujourd'hui, la frontière fait la taille d'un pixel et ce pixel, il s'est très bien sous pression. Je vois des signaux d'alerte partout. Des réunions qui s'étirent en visio, des journées qui s'étirent parce qu'on peut bien répondre vite fait. Des réunions qui mangent la production et des managers qui confondent encore trop souvent présence et activité. Le télétravail amplifie ce qui existe déjà. Il n'est pas la cause. Si la culture managériale est saine, ça respire. Si elle est bancale, ça craque plus vite. Le problème, ce n'est pas Teams. Teams n'a jamais agressé personne. C'est l'usage qu'on en fait, comme un message à 23h42 avec « Désolé de te déranger ». Spoiler, vous dérangez. Alors, le télétravail, c'est bien si c'est cadré et si c'est organisé et si la culture de l'entreprise et la culture managériale s'est adaptée à l'hybridation du travail. Maintenant, parlons infobésité. Vous savez, c'est trop d'infos. Et quand il y a trop d'infos, ça peut devenir un risque pro. Parce que l'infobésité, ce n'est pas on reçoit juste trop d'infos. C'est on reçoit trop d'infos, trop vite, sur trop de canaux, avec trop peu de règles. Et ça produit 3 effets très concrets. Fragmentation de l'attention, et donc plus d'erreurs. Impression de ne jamais finir. Ce rocher qu'on remonte en permanence en haut de la montagne, et donc du stress. Fatigue décisionnelle, donc irritabilité et conflit, forcément. Et puis quand on est fatigué, est-ce qu'on prend les bonnes décisions? C'est pas gagné. En clair, c'est pas juste un sujet de confort pour vos équipes. C'est un sujet qualité, sécurité, performance. Et bien sûr, santé mentale. Par exemple,
J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un dirigeant qui m'expliquait qu'on a mesuré dans sa boîte, pas une très grosse boîte, le nombre de canaux officiels. Alors vous ne voyez pas mes doigts mettre les guillemets, mais il y avait des guillemets autour d'officiels. Email, Teams, Slack, WhatsApp et parfois un petit message sur Insta du manager parce qu'il veut être sûr d'arriver à vous joindre. Le résultat, c'est que plus personne ne savait où était l'info juste. On était obligé d'être connecté partout, tout le temps. Et quand on ne sait plus, on surcontrôle et on s'épuise. Et quand l'infobésité se combine au télétravail, on arrive sur le grand classique, la charge mentale. La charge mentale, c'est cette charge invisible mais qui devient du risque. La charge mentale, ce n'est pas juste « j'ai beaucoup de travail », c'est « je porte en permanence ce que je dois faire, ce que je ne dois pas oublier, ce qui risque de mal se passer, ce que les autres attendent sans toujours le dire, et parfois même l'équilibre et la paix sociale de l'équipe quand je suis manager. » Et quand est-ce que ça explose ? Ça explose quand les priorités sont floues, quand les demandes sont contradictoires, quand les rôles sont mouvants et quand on récompense l'hyperdisponibilité, appelée aussi le présentéisme. Valoriser le présentéisme, c'est ouvrir la porte aux excès. Et ce sont ces excès qui emmènent à l'épuisement professionnel, voire au burn-out. Et la charge mentale, elle ne se gère pas avec une appli de respiration. Ça ne va pas suffire, ni même avec des cours de yoga. Elle se gère avec une culture d'entreprise où les priorités sont claires, où les sacrifices sont possibles. C'est toujours tellement dur de sacrifier un projet, une action, et c'est pourtant essentiel, où les process sont partagés, et partagés au sens approprié par tout le monde, et pas juste descendant. Et ça c'est le plus rare, même s'il restait déjà pas courant, et une culture managériale qui autorise à dire non sans se faire blacklister. Ce petit retour de manivelle où on ne dit rien, mais où on n'a pas apprécié le non, eh bien en fait les collaborateurs le sentent et donc évitent de dire non. Et si on ne peut pas dire non, alors ça veut dire qu'on ne peut pas gérer réellement sa charge, et ça va devenir un enjeu. Alors, on fait quoi ? Eh bien, c'est là qu'on va rentrer dans le dur. On va parler d'obligations et surtout, on va parler des preuves. Prouvez qu'en tant qu'employeur, vous faites ce qu'il faut pour prendre soin, pour protéger le confort. C'est un mot que j'aime bien, le confort de vos équipes. Aller travailler ne devrait pas être inconfortable. Je ne crois pas à la culture de la performance, dans la dureté, dans la compétition. Je crois vraiment à l'épanouissement et à l'engagement dans le confort émotionnel. Alors, vos obligations en tant qu'employeur, elles sont claires. Il y en a une évidente. Vous devez protéger la santé physique et mentale de vos équipes. Et ça, aujourd'hui, ça doit se traduire par de la prévention structurée, pas par un poster « Prenez soin de vous », pas par un panier avec des fruits, mais par vraiment une prévention structurée. Commençons par le DUERP. Non, ça n'est pas juste un PDF à classer. C'est votre cartographie des risques. C'est la base, mais ça peut être aussi le piège. Il doit être mis à jour chaque année des 11 salariés et à chaque changement important d'organisation ou de conditions de travail. Cette dimension-là est parfois oubliée. Si vous changez par exemple vos règles de télétravail, vos outils, votre organisation, vous ne pouvez pas faire comme si rien n'avait bougé. Il faut mettre à jour votre DURP. Cette mise à jour ou la création du premier. Ma recommandation, et qui n'est pas juste la mienne, qui est celle de beaucoup de spécialistes de l'engagement d'entreprise, de beaucoup d'avocats, c'est de ne pas créer un DURP en chambre, dans le bureau de la DRH, dans un petit comité. Le DURP, il doit partir du terrain,
partir d'entretien du terrain, remonter pour une synthèse et redescendre pour une co-validation. Vous allez me dire, c'est plus long. Ouais, c'est plus long. Mais c'est plus efficace. Et puis une fois que vous avez fini votre DURP, que vous avez identifié vos risques, alors il va falloir sélectionner et prioriser les plus importants pour petit à petit mener des plans d'action qui vous permettent d'adresser vos risques, de les gérer et de les réduire. Et ces plans d'action doivent être des plans d'action collectifs de l'entreprise. Ça ne peut pas être juste de la responsabilité de la DRH. C'est à la fois injuste et inefficace. Alors ce DURP, c'est une action d'entreprise, c'est une action collective avec un pilote, mais pas un responsable unique. Alors après, il est même difficile à prononcer le PAPRIPACT. Le PAPRIPACT qui doit prévenir et prouver. En fait, votre DURP avec votre plan d'action, ça devient l'ensemble. Vous avez DURP plus PAPRICA. Vous avez, vous voyez, j'ai du mal à le dire, vous avez DURP plus PAPRIPACT, et bien vous avez le diagnostic et le plan d'action. Alors c'est obligatoire à partir de 50 salariés, d'accord ? Mais moi je pense qu'à partir du moment où vous avez fait un DURP qui met en évidence des risques, vous ne pouvez pas faire l'économie d'un plan d'action. Vous ne le feriez pas sur un risque physique. Vous ne pouvez pas le faire sur les risques psychosociaux non plus. Donc oui, c'est à partir de 50 salariés que le programme annuel est obligatoire. Il doit prévoir les mesures, les conditions d'exécution avec des pilotes, les indicateurs qui permettront de voir si l'objectif a été atteint, une estimation des coûts, les ressources qui sont mobilisées, les contributeurs. Et s'il vous plaît, n'imaginez pas que ça peut venir en plus. Si vous mobilisez des ressources, il faut se poser la question de qu'est-ce que vous enlevez, qu'est-ce que vous priorisez, qu'est-ce que vous sacrifiez, et un calendrier. Ce n'est pas un document pour faire joli, c'est un outil de pilotage. Et là, vous mettez noir sur blanc vos actions en matière de RPS, entre autres. Par exemple, si votre DURP dit risque d'épuisement et que votre PAPRIPACT répond webinaire bien-être, ce n'est pas de la prévention, c'est du contenu. Pour illustrer, je vais vous donner quelques idées d'actions PAPRIPACT santé mentale vraiment solides et opposables. Définir des règles de sobriété de communication. Quels canaux, quels délais, quand est-ce qu'on décide qu'il y a un niveau d'urgence. C'est pas juste le disclaimer en bas des mails, c'est vraiment des règles de sobriété co-construites, partagées et appliquées en premier par les équipes dirigeantes de l'entreprise qui doivent être exemplaires. Il faut faire des revues de charges mensuelles. Ce n'est pas parce qu'on ne pose pas la question que ça n'existe pas. Ne pas évaluer la charge des salariés ne va pas éviter la surcharge. C'est vraiment du déni. Et donc, les évaluations de charges doivent permettre des arbitrages. Et je redis le mot, des sacrifices. Dans mon expérience de dirigeant, j'ai souvent constaté que le sacrifice était la chose la plus difficile à obtenir, y compris des équipes qui aimeraient tellement pouvoir tout faire. C'est la responsabilité des dirigeants de donner l'exemple là-dessus et d'être capable de mettre au frigo des actions qui semblaient vraiment importantes, mais qu'il va falloir reporter. Il est indispensable de former vos managers sur des signaux faibles. Vous ne pouvez pas leur demander de prendre soin des équipes sans jamais les avoir formées. C'est par certains côtés un métier et en tout cas une compétence. Et vous devez avoir un process de droit d'alerte interne extrêmement clair, avec une chaîne qui permet de remonter l'information et qui assure qu'elle est prise en compte. C'est important pour vos salariés, mais ça vous protège aussi. Rendre traçable tout ce qui est alerte. Avoir des routines d'équipe qui s'appliquent dans toutes les équipes, parce que c'est ce qui va créer en fait de l'équité entre les équipes. Qu'est-ce qu'une priorité ? Comment on définit quand c'est fini ? Comment on définit quand on arrête ? Comment on définit quand un projet doit être mis en suspens ? Et bien sûr, avoir des indicateurs suivis régulièrement sur l'absentéisme, le turnover, les irritants au niveau de la charge, la qualité des livrables, tout ce qui va permettre d'identifier
là où ça pêche. Vos indicateurs, bien sûr, ça doit permettre de voir que tout va bien, mais surtout, ils doivent être construits pour être sûr que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a un endroit où ça pêche. Parce que si vous ne vous en rendez pas compte et qu'il se passe quelque chose dans l'équipe, vous serez responsable en tant qu'employeur. Et puis en 2026, il y a un autre mot-clé qu'il va falloir avoir très en tête, c'est la traçabilité. C'est là qu'entre le passeport de prévention en compte. Alors, le passeport de prévention, c'est un outil pour tracer les formations et les justificatifs en santé et sécurité au travail. L'idée, c'est on arrête on pense que c'est à jour et on passe à on peut vérifier facilement et en temps réel. Les organismes de formation déclarent depuis le 1er septembre 2025 les données sur le passeport de prévention. Et côté employeur, il y a ouverture de l'espace dédié à partir du 16 mars 2026 pour déclarer les formations éligibles délivrées en interne et vérifier celles déclarées par les organismes pour vérifier que ça matche bien. Et vous avez même une fonctionnalité d'import en masse qui est annoncée à partir du 9 juillet 2026. Alors qu'est-ce que ça change vraiment ? Le point clé, ce n'est pas seulement former, c'est pouvoir prouver. Qui a été formé, à quoi, quand et quand ça expire. Et oui, ça va pousser les employeurs à être plus carrés sur les habilitations, les recyclages, les formations internes. Et indirectement, ça ramène tout le monde à une logique de prévention structurée, pas d'approximation. Alors, après tout ça, moi je vous propose 5 actions simples pour que en 2026, vous soyez prêts avec les nouvelles obligations en matière de risques psychosociaux. Vous pouvez commencer par cartographier vos irritants d'infobésité. Identifiez vos canaux, voir où ça fait doublon. Regardez combien, comptez combien, faites une moyenne pour réaliser à quel point on écrit partout, tout le temps, et pas forcément pour des choses importantes. Posez 3 règles de base partagées. On écrit quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nécessite un écrit ? Sous quel délai ? Et qu'est-ce qui est vraiment urgent ? Arrêtons de rendre tout urgent. Ça peut donner parfois le sentiment que tout est important. Et c'est des données assez différentes. Ça peut être urgent et pas important. Ça peut être important et pas urgent. Ça peut être urgent et important. Faire la différence entre ces 3 catégories, c'est vraiment un indicateur de santé mentale. Faites une revue de charge régulière avec un arbitrage explicite, pas on verra si ça passe, mais qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on met au frigo. Intégrez les RPS et la charge mentale dans votre DURP et mettez à jour quand l'organisation change. Et même si vous n'y êtes pas obligé, transformez ça en PAPRI Pacte, action, responsable, calendrier, indicateur. Parce qu'en 2026, votre meilleur discours ne sera plus les déclarations d'intention. Ça ne suffira pas, surtout devant un juge. Il va falloir un pilotage où vous avez de la prévention, où c'est structuré et où vous tracez. Et je vous laisse avec une question à réfléchir, laissez reposer. Est-ce que dans votre organisation, la santé mentale est un sujet ou est-ce que c'est un problème ? Vous verrez. Selon votre réponse, ça ne donne pas les mêmes actions. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le à la personne qui gère la charge, qui gère le DURP ou le PAPRI Pacte chez vous. Et peut-être ça pourra l'aider aussi. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus ? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.